Bien, donc on va voir maintenant l'épuration extrarénale sur le versant cardiaque. Et c'est vrai, quand on parle d'épuration extrarénale et pathologie cardiaque, on est obligé de parler de ce qu'on appelle le syndrome cardio-rénal. Alors je vous invite à mettre la partie là en bas. Je vous invite à lire cet article, hein, qui est un article de revue qui, vous voyez, date de maintenant de quelques années, mais qui reprend les définitions du syndrome cardio-rénal. Alors, ce qu'on voit, c'est que... Tu as un pointeur, Philippe? Je vais peut-être t'en prendre un. Je l'ai connecté, je crois. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a le type 1 qui est le type 1 de syndrome cardio-rénal qui est lié à une dégradation brutale de la fonction cardiaque qui induit une insuffisance rénale aiguë. Vous avez le type 2 qui est la même chose que le type 1, mais plutôt dans un contexte chronique d'insuffisance cardiaque chronique où c'est une altération chronique de la fonction cardiaque ou du système cardiovasculaire qui est à l'origine d'une insuffisance rénale chronique. Vous avez le type 3 qui est la dégradation brutale de la fonction rénale qui, cette fois, va avoir un impact sur le cœur. Le type 4, c'est la même chose que le type 3, mais dans un effet temporel ou un pas d'acquisition, ou plutôt un effet temporel beaucoup plus long, donc une pathologie cardiaque, une pathologie rénale qui induit une pathologie cardiaque. Et puis enfin, vous avez le type 5 qui, lui, s'intègre plutôt dans une espèce de cortège beaucoup plus général, systémique, avec une atteinte cardiaque et rénale qui parfois peut être simultanée ou un peu décalée. Alors, ça, c'est un qui c'est en particulier aujourd'hui, c'est celui, je vous rappelle, c'est une dégradation brutale de la fonction cardiovasculaire qui induit une altération de la fonction rénale. Si on rentre là-dedans dans les mécanismes physiopathologiques, celui a problème de son. Pourtant, je suis plein, moi, en fond. Les mécanismes physiopathologiques, bien sûr, l'altération de l'hémodynamique qui induira en premier lieu l'altération de la fonction rénale, mais on va s'ajouter à ça des problèmes, par exemple, de médicaments, de toxicité de certains médicaments, beaucoup d'interférences. C'est mieux. De certains médicaments qui vont pouvoir altérer ou aggraver les choses. Les systèmes neuro-hormonaux, on en a déjà parlé lorsqu'on a abordé le choc cardiogénique, que ce soit le système nerveux autonome, que ce soit le système rénine, angiotensine, aldostérone vont avoir un rôle majeur ici. L'activation du système sympathique va avoir une altération à la fois sur le rein et à la fois sur le cœur. Le système rénine, angiotensine, aldostérone, lui, il va se mettre en place de façon réactive à l'hypoperfusion rénale et il va avoir un impact sur le cœur. Le système natriurétique, lui également, va jouer un rôle. C'est essentiellement donc l'activation de ce système qui va avoir un impact sur le rein. On y reviendra, mais il y aura également un impact sur le système cardiovasculaire. Et tout ça va également impliquer parfois une composante inflammatoire. Rappelons sur cette slide que lorsqu'on va vouloir graduer l'insuffisance rénale, vous avez vu qu'il y avait différents scores qui ont été proposés. Hein. On vous a parlé du score de Reifel, du score Keane, du dernier score, le Cadigo. Ce qui est important à retenir, c'est que quel que soit le score auquel vous vous intéressez, c'est toujours la relation et la d'URS qui sont les paramètres donc, qui vont jouer sur ce score. Enfin, ce score va permettre donc de graduer l'insuffisance rénale et souvent, de par la graduation, il y a encore un problème de son. Parallèlement à la graduation, il y aura à ce moment-là des mesures qui pourront être prises. Simplement, j'attire votre attention, c'est qu'à partir du stade 2, vous voyez que doit être considérée l'épuration extrarénale. Tout à l'heure, Olivier vous a dit que quand on était en stade 3, on était déjà tardif. Effectivement, lorsqu'on est à 2-3, c'est là où on doit se poser la question de mettre en place l'épuration extrarénale. J'attire également votre attention sur le fait qu'il faut éviter, le son est horrible, pas de son.
Pourtant, j'ai pris à ma poche. Est-ce que le son est bon comme ça? Le son est meilleur? Oui. Nettement mieux. OK. Donc, j'attire votre attention sur le fait que lorsqu'on met donc un cathé de dialyse, on ne va pas ponctionner la veine sous-clavière. Pourquoi? Parce qu'on a un risque de chroniciser l'insuffisance rénale lorsqu'on fait une insuffisance rénale aiguë. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, Sébastien Rubin. Et si on veut mettre une fistule après, et ben on risque de perturber le capital vasculaire. Donc, un cathé d'épuration extrarénale, ça se met soit en jugulaire, soit ça se met en fémoral. Alors, si on revient sur l'hémodynamique, vous savez que dans l'insuffisance cardiaque, qu'elle soit aiguë, en tout cas plus souvent aiguë, ou au stade de choc cardiologique, on l'avait déjà vu, il y a une altération de la fonction pompe, mais il y a une composante qui est très importante, c'est la congestion. Il y a une augmentation par cette congestion du volume sanguin intrathoracique, de l'eau extravasculaire pulmonaire, et puis on a une atteinte, bien sûr, de la perfusion d'organes. Et si on s'intéresse au couple cœur et rein, il y a une altération de par l'hypoperfusion d'organes du débit sanguin rénal et une hypoperfusion avec une hypoxie médulaire externe, et puis qui va être à l'origine ou qui est liée à une dysfonction endothéliale. Et cette congestion, il y a à la fois du bas débit, mais en même temps, il y a de la congestion veineuse, et tout ça fait le lit de l'insuffisance rénale. Si on reprend l'approche physiopathologique, c'est un schéma que je vous avais déjà montré, on retrouve l'importance de l'altération hémodynamique, mais on retrouve l'importance de la congestion, on retrouve une part inflammatoire, on retrouve le rôle joué par les systèmes neuro-hormonaux. Donc, vous avez ici l'ensemble des composantes qui va pouvoir être impliquées dans ce syndrome cardio-rénal. L'importance, une nouvelle fois, de la congestion droite, ça va donc induire une congestion, vous voyez, des reins, du foie, du système mésentérique, mais vous voyez que le rein, à la fois, il est hypoperfusé et en même temps, il est en phase de congestion, ce qui fait que vous diminuez finalement le gradient de pression, enfin vous altérez, pardon, le gradient de pression, et donc finalement, vous faites de l'hypoperfusion et de la congestion, c'est ce qu'il y a de pire finalement en termes de perfusion d'organes. Sur le système neuro-hormonal, il est important de rappeler que dans un tableau d'insuffisance cardiaque, ici chronique, mais ça s'applique également dans l'insuffisance cardiaque aiguë, il va y avoir une activation des systèmes neuro-hormonaux. On a dit qu'il y a une activation du système sympathique. On a dit qu'il y avait une activation du système rénine, angiotensine, aldostérone. J'attire votre attention sur le fait que les deux sont également finement intriqués, c'est-à-dire que l'hyperactivité du système sympathique que l'on connaît dans les tableaux d'insuffisance cardiaque, active le système rénine-angiotensine. Si l'activation de ces systèmes à la phase initiale sont plutôt bénéfiques, on sait très rapidement qu'ils vont avoir un effet délétère et en particulier, ils vont induire donc une rétention hydrosoluble. À l'inverse, les systèmes natriurétiques, eux, qui vont être activés de par la distension des cavités cardiaques, vont avoir plutôt un effet natriurèse et diurétique. Donc on voit que ici on a un système, deux systèmes qui sont activés, mais trois, puisque le système vasopressinique est également activé et va également avoir un effet de rétention hydrosodée qu'on aurait envie de combattre, et c'est toute la base des bêta-bloquants, c'est toute la base des systèmes inhibiteurs des systèmes rénine, angiotensine, aldostérone. On a un système qui paraît bénéfique. On pourrait avoir envie de donner l'analogue du système atrial natriurétique. Ce qu'on va faire plutôt, c'est d'inhiber le métabolisme de ces... Ah, il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son. C'est allumé là, Philippe? C'est allumé? C'est mieux comme ça? Ça grésille énormément. Je sais pas pourquoi. Moi, c'est allumé ici, pleine balle. Non, c'est bon, ça va. Là, c'est mieux, ils me disent. Bon.
Donc je disais ce qu'on va faire, on aurait pu avoir envie de donner des analogues, or en fait on ne peut pas le faire, les études qui ont tenté de faire ça n'ont pas été probantes, mais c'est plutôt les études qui se sont plutôt penchées sur diminuer en fait le métabolisme de ces molécules, donc de casser leur dégradation, d'éviter leur dégradation, et de comme ça maintenir un taux élevé de ces systèmes, et c'est l'Entresto, etc., là, qui sont aujourd'hui développés. Alors, si on vient sur les différents systèmes hormonaux, effectivement, il y a une activation du système nerveux autonome. C'est au moment de la concentration de catécholamine est à l'origine d'une toxicité cellulaire directe par augmentation du calcium intracellulaire, qui va altérer donc, le métabolisme cellulaire rénal et altérer donc, la réabsorption à l'avoir de sel et d'eau, et donc une rétorsion donc, hydrosodée. Et vous voyez très bien que l'activation du système nerveux autonome est corrélée à la probabilité de survie du patient insuffisant cardiaque. Plus le taux donc, est bas, et bien, plus la survie est meilleure. Le système rénine-angiotensin également, il est hyperactif, on vient de le voir. Rappelez-vous également l'interaction entre le système rénine-angiotensin et le système autonome. L'activation du système rénine-angiotensin est à l'origine de remodelage ventriculaire, de phénomènes de fibrose, d'hypertrophie, également à l'origine d'une rétention hydrosodée. L'augmentation également de l'activité, mais c'est finalement le point final de ce système, de l'aldostérone, à l'origine également de la rétention hydrosodée. L'activation du système vasopressinergique, on a dit, donc il est activé, il va y avoir une élévation inappropriée de cette hormone, une upregulation et tout ça aboutissant à un effet final d'antidiurétique, donc également une rétention hydrosoluble. Et enfin, il y a un système qui a parlé pour l'instant, mais qui est le système le plus puissant sur le plan vasopresseur, qui est mis en jeu donc de façon réactionnelle à l'altération des monoméries, qui est également donc, vous voyez que tous les systèmes se rendent malheureusement dans le même sens, appuyés d'une rétention hydrosodée de pire en pire le son. Je ne sais pas pourquoi. Tu veux que je le mette comme ça? Non, c'est bon. Comme ça, c'est bon? Après, cette rétention hydrosodée qui est liée en fait à la physiopathologie, à l'activation de ces différents systèmes neurohormonaux qui, je vous le rappelle, c'est le système nerveux autonome, le système rénine-angiotensin, le système vasopressique et le système endothélique. Vous avez chez l'insuffisance aiguë et encore plus chez l'insuffisance cardiaque chronique, en fait, une diminution de la réponse aux diurétiques. C'est montré dans ce travail qui est relativement ancien, qui vous montre ici la relation entre la concentration donc, de diurétique et la fraction excrétée de sodium qui témoigne donc l'effet diurétique. Chez un patient normal, vous avez une courbe qui va ressembler à celle-ci. Chez un patient insuffisant rénal, il va avoir besoin d'une dose plus importante de diurétique. C'est ce qu'on voit chez les patients insuffisants rénaux évolués sous des fortes doses de diurétique, mais qui vont quand même permettre, vous voyez, d'obtenir un effet maximal. Alors que lorsque je m'intéresse ici à l'insuffisance cardiaque chronique, vous voyez que même si j'ai des doses très importantes, j'ai quand même une réponse qui est diminuée. Tout ça aboutissant finalement à un tableau de surcharge hydrique que l'on voit dans le tableau d'insuffisance cardiaque aiguë, que l'on voit dans les tableaux d'insuffisance cardiaque chronique, qui donc justifie le traitement par diurétique. Alors, si on ne veut pas ou si on veut agir autrement, on peut essayer d'utiliser les systèmes de suppléance d'organes, et c'est ce qu'on va aborder maintenant. Alors, ceux qui ont été proposés dans l'environnement de l'insuffisance cardiaque, c'est la SCUF pour Slow Continuous Ultrafiltration. Et en fait, c'est un montage relativement simple. Hein. On va avoir une ligne dite artérielle qui va donc faire passer le sang dans une membrane d'ultrafiltration, laissant passer ainsi comme ça essentiellement une solution, l'eau du patient qui, je vous rappelle, est en grande quantité de par cette rétention hydrosodée. On laisse partir, on vide le patient et on renvoie donc le sang vers un circuit veineux, la voie veineuse, et on va comme ça donc dépléter le patient gentiment, tranquillement.
Alors, il y a des systèmes qui ont été développés dans l'environnement de la cardiologie sur, en fait, des voies veineuses. Et vous voyez que les débits sont beaucoup plus petits que celui que l'on a défini tout à l'heure, bien sûr, lors de l'hémofiltration classique, avec des UF quand même qui peuvent être relativement prononcés, permettant de perdre donc de l'eau aux patients. Dans les études qui se sont intéressées à comparer ces techniques de SCUF ou d'ultrafiltration versus des traitements standards souvent basés sur des diurétiques, eh ben vous avez ces études publiées il y a maintenant quelques années et qui montraient un effet bénéfique en termes de pourcentage de patients qui vont revenir ou qui vont ne pas revenir à l'hôpital. Et bien, vous voyez que on voit souvent l'opération cardiaque. Et donc, c'est dans ces années 2000 que cette technique avait été développée. La science évolue et donc ces mêmes techniques, toujours de SCUF sur voie périphérique, ont été réévaluées au travers d'autres études. Et vous avez une étude ici dans le New England qui ne va pas confirmer les résultats plutôt encourageants de la première étude. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on discute avec les cardiologues, ce n'est pas une technique développée, mais sachez que ça existe, ça a pu se faire sur voie périphérique. Alors, si vous avez une voie périphérique, la question, pourquoi pas le faire sur voie centrale au travers de l'hémofiltration? Vous en avez parlé tout à l'heure avec Olivier ou ce matin. Et bien là, c'est vrai qu'on va avoir des débits d'UF beaucoup plus importants, mais qui vont nécessiter des débits de sang, vous voyez, beaucoup plus élevés. Maintenant, tout ça, on va prendre 30 secondes pour survoler le montage. Là, une ligne toujours dite artérielle, mais qui est une ligne veineuse. On fait passer le sang à travers d'une membrane et puis on réinjecte le sang au patient. L'UF donc est ici symbolisé par cette poche. Donc il y a en fait de l'eau et des sels qui sont récupérés. Et je vous rappelle qu'il y a une restitution, le plus souvent en post-dilution, après la membrane, mais on peut mettre ce qu'on disait ce matin en pré-dilution. Si vous mettez beaucoup de liquide en pré-dilution, vous allez diluer le sang et vous allez perdre en efficacité. Donc c'est pour ça qu'on disait ce matin qu'il ne faut pas dépasser après 30% de cette pré-dilution par rapport au volume total restitué. Moins vous restituez par rapport à ce qui est parti, plus vous faites perdre du volume au patient. Donc finalement, la perte patient, ce n'est que la différence entre ce qui est perdu et ce qui est restitué. Si j'ai une différence de 100 ml par heure, eh ben, je vais faire perdre 100 ml par heure au patient. Je vous rappelle, et c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, que la somme de la pré et de la post, donc aujourd'hui, ne devrait plus excéder 35 ml lorsqu'on fait de l'hémofiltration et quelle que soit sa finalité. Alors, quand on regarde l'hémodynamique des patients qui ont bénéficié d'une hémofiltration alors qu'ils étaient en insuffisance cardiaque aiguë, on voit qu'on a un effet bénéfique sur les pressions de remplissage, on fait une déplétion, on diminue la congestion, ainsi on améliore l'hémodynamique, même si vous voyez que les effets ne sont pas extraordinaires. On n'est pas au stade où on n'est pas à l'effet d'agent cardio-vasopresseur ou d'assistance circulatoire. Il y a une tendance à augmenter un petit peu le débit cardiaque ou un petit peu donc le volume d'éjection systolique, mais il faut bien avouer que cette amélioration, elle est minime. Par contre, on voit bien qu'on diminue la congestion. Et puis, tout ça, la diminution de la congestion, ça se traduit par une amélioration, donc vous voyez ici, de la radiographie de thorax avec des poumons qui se nettoient assez rapidement. On va passer là-dessus parce que c'est exactement la même figure que je vous ai montrée. Simplement, vous rappelant la fraction de filtration ou ratio de filtration, je disais ce matin, attention de ne pas vous faire piéger et de regarder la valeur qui vous est donnée par la machine. Retenez simplement que la fraction de filtration, c'est quoi? C'est ce qui sort de la bobine par rapport à ce qui est rentré.
D'accord? Olivier vous l'a bien dit, c'est en fait, vous avez un effet de concentration de la bobine. Eh bien, retenez que ce ratio de filtration, c'est tout ce qui est sorti donc de la bobine par rapport à tout ce qui est rentré. Eh bien, tout ce qui est sorti, c'est quoi? C'est la perte patient, c'est la prédilution et c'est la post-dilution. D'accord? Puisque je vous rappelle, c'est ce que vous avez réglé en restitution, mais c'est finalement ce qui est sorti. Sur quoi? Sur le débit sang et le volume de prédilution. C'est ce qui est rentré dans la membrane. D'accord? Donc, tout ce qui est sorti sur tout ce qui est rentré, et il faut retenir, il faut éviter de passer au-dessus de 25%. Alors, ce que nous a dit ce matin Olivier, c'est que les choses évoluent. C'est que si vous travaillez au citrate, vous pouvez augmenter ce ratio de filtration. Ce matin, il nous a dit qu'on pourrait se permettre d'aller jusqu'à 35 ou 40% de ratio de filtration. En tout cas, pour les QCM, retenez que 25-30, c'est le grand maximum. À côté de cet effet sur la congestion et de faire perdre du volume à patient, on va se rapprocher un peu de ce qui vous a été dit tout à l'heure par Olivier. C'est que, comme vous savez que dans le choc cardiogénique, il y a une composante inflammatoire, si on pouvait jouer en même temps sur cette composante inflammatoire, ça serait intéressant. Mais vous me voyez venir, si on n'a pas trouvé d'effet positif sur le choc septique, j'ai très peur qu'on ne trouve pas d'effet positif sur le choc cardiogénique. Néanmoins, on sait que la composante inflammatoire sur un choc cardiogénique, lorsqu'elle existe, elle est associée à un plus mauvais pronostic. Vous avez ici l'étude choc. Vous savez, l'étude choc, on en a parlé aussi, c'est ces études qui avaient regardé les patients en choc cardiogénique post-infarctus. Est-ce qu'on les revascularise rapidement ou est-ce qu'on les laisse tranquilles, on les revascularise plus tardivement? Vous vous souvenez qu'on avait dit qu'il y avait un effet bénéfique sur la mortalité à revasculariser rapidement. Ils ont été prendre l'étude choc ou reprendre les données de l'étude choc. C'est en 2005, l'étude choc datée de 99. Et ils ont été regarder le pronostic du profil type CIRS, type vasoplégie chez ces patients. Ils voient que 20% des patients, et c'est ce qu'on avait déjà dit dans le choc cardiogénique, il y a des profils classiques, mais il y a également des profils à résistance vasculaire systémique diminuée. Et bien ceux-là, ils ont une mortalité qui est multipliée par 2. Et c'est ce qui est confirmé ici dans cette étude. Et c'est ce qu'on voit aussi ici, je vous l'avais montré, c'est que plus vous avez de marqueurs inflammatoires, plus votre pronostic est péjoratif dans le choc cardiogénique. Alors, c'est ce que vous a également montré Olivier, c'est que si on part là-dessus et qu'on imagine qu'au travers de notre membrane, on va laisser passer des humeurs qui sont mauvaises, eh bien, il faut raisonner sur le coefficient de tamisage ou le point de coupure. Il nous a dit 40 000 datones, c'est ce qu'on voit ici. Eh bien, dès qu'on est au-dessus, on voit bien que le pourcentage, en fait, de molécules qui vont pouvoir être épurées est de plus en plus faible. Donc, attention. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette notion que ce n'est pas simplement une filtration des molécules, mais peut-être une fixation, une adsorption, comme il nous a dit. Donc, sur la membrane, c'est une diapo que je lui avais empruntée. Alors, dans la littérature, si on se concepte d'hémofiltration véno-veineuse continue et l'intérêt dans le choc cardiogénique ou dans l'insuffisance cardiaque aiguë, mais c'est plus dans le choc cardiogénique, la littérature est très controversée. En tout cas, les résultats varient d'une étude à l'autre. Les études étaient assez anciennes. Il y avait des études qui montraient que l'hémofiltration permettait d'améliorer donc la survie des patients en choc cardiogénique. D'autres qui montraient que non. Ce qui est clair, en tout cas, c'est qu'il y a un effet bénéfique en termes de volume. Il y a de la congestion. Si le patient ne répond pas au diurétique, le faire de mettre sous hémofiltration et de faire baisser ses pressions de remplissage, de diminuer cette congestion, ça, on sait qu'il va y avoir un effet bénéfique. Le deuxième versant, c'est est-ce que la partie inflammatoire pourrait être intéressante ou pourrait être jugulée avec ça? Et Olivier vous l'a cité, on va rentrer un peu plus dans le détail parce que, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'autres études aussi bien faites, à aussi large effectif, s'intéressant, vous voyez, à l'hémofiltration dans le choc cardiogénique post-COC, post-cardiotomie. Donc là, on est directement dans le vif du sujet. C'est l'étude HEROIX. C'était une étude qui a été menée par l'équipe de la Pitié-Salpêtrière au travers d'Alain Combe. Et on avait participé pour quelques patients à cette étude. Donc c'est une étude prospective randomisée qui donc va tester l'hypothèse qu'une hémofiltration, et là on est parti sur du haut volume parce que c'était
Au moment un peu d'Héroïque, je crois qu'Héroïque, c'est dû, et quand ils ont conçu cette étude, Héroïque n'était pas encore sorti, pas Héroïque, Ivoire n'était pas encore sorti, l'étude donc d'Olivier Joannès Boyau, et donc ils sont partis sur du haut volume, en disant il y aura probablement un effet bénéfique en termes de congestion, mais il peut y avoir un effet bénéfique en termes inflammatoires. Et donc, ce sont des patients qui vont être admis en réanimation après chirurgie cardiaque. Ils vont présenter un état de choc qui va être défini par l'utilisation de catécholamine en post-opératoire. Et là, alors il y avait adrénaline, noradrénaline, dobutamine, nécessité d'une CLS, etc. Des critères assez classiques. Et là, on va avoir deux bras. Un bras où on va mettre très rapidement en route l'hémofiltration à haut volume, 80 ml/kH. Donc 80 ml/kH pour un patient de 80 kg, ça nous fait 6,5 litres d'UF, donc de réinjection. Donc ça veut donc dire que là, je crois que c'était 50-50, donc vous régliez 3 litres en prédilution, 3 litres en post-dilution. Donc vous imaginez que toutes les heures, vous avez 6 litres, donc vous avez un bac de changer à peu près toutes les heures. Donc les infirmières se sont pas amusées dans ce protocole. Et le deuxième bras, c'était un bras standard, c'est-à-dire le patient arrivé en post-op de chirurgie cardiaque, il avait l'état de choc, on le traitait avec des catécholamines et on instaurait l'hémofiltration à haut volume sur des critères, on va dire, relativement classiques, c'est-à-dire déjà les chiffres de créate, le débit urinaire, l'urée, et puis les hyperkaliémies, enfin des indications classiques d'épuration extra-rénale. Et à la fin, on va regarder ce qui se passe. Critères de jugement fort, ça a été publié dans la JRCCM, donc c'est une bonne revue. Mortalité à J30, critères de jugement secondaire, vous avez un espèce de score composite ou plutôt un espèce de pot pourri dans lequel on met un petit peu tout ce qu'on a envie de regarder. L'hémofiltration était maintenue 48 heures, donc je vous rappelle un bras où on mettait d'emblée l'hémofiltration à haut volume, et vous voyez ce que je vous disais, 50% en prédilution, 50% en post. Pourquoi on a fait beaucoup de prédilution ? C'est lié simplement au fait qu'on utilisait du haut volume, donc si on veut garder ce ratio de filtration autour de 25 millilitres, vous voyez que il fallait impérativement répartir la réinjection pour diminuer la poste, puisque c'est elle qui va jouer un rôle majeur dans ce calcul de ratio de filtration. Et puis, l'hémofiltration est arrêtée au bout de 48 heures. Il pouvait être maintenu s'il y avait besoin pour des raisons évidentes d'épuration extra-rénale. Le bras contrôle, on l'a dit. Par contre, le bras contrôle, vous voyez, on était sur une hémofiltration conventionnelle ou une hémodiafiltration avec un débit qui était plus proche de ce qu'on connaît maintenant, ce que nous a dit Olivier, et puis était mis en place simplement sur des critères classiques. Alors, les résultats, vous voyez que les patients étaient randomisés relativement rapidement après leur arrivée en réa. Il y avait quand même pas mal de patients sous ECMO, des patients qui étaient sous ballon. Le score de gravité en réa était relativement élevé. Le score SOFA de défaillance d'organes également. Le profil hémodynamique assez classique. Et puis, vous aviez une certaine quantité de catécholamine administrée qui était équivalente dans les deux bras. Si on regarde ici le nombre de patients ou le pourcentage de patients qui étaient sous épuration extra-rénale, logiquement, le groupe rouge, c'est le groupe mis en place d'une hémofiltration à haut volume rapidement, versus le groupe contrôle. Vous voyez que dès les premiers jours, vous aviez quasiment 100% dans le groupe, et ce qui est logique, dans le groupe traité rapidement, alors qu'il n'était que de 30% dans le groupe où c'était décalé. Et puis, cette différence, elle se maintenait pendant plusieurs jours. Lorsqu'on regardait le critère de jugement principal, qui, je vous rappelle, était la mortalité à 30 jours, alors qu'on était tous persuadés à l'époque de mettre l'hémofiltration à haut volume, ça sauvait nos malades et c'était bon, malheureusement, là, on n'avait pas de différence. Alors qu'on était tous persuadés que de mettre une hémofiltration à haut volume, on avait tous le sentiment que ça permettait de baisser plus rapidement les catécholamines, que c'était bénéfique pour le patient. Quand on regarde ici le pourcentage de patients sous catécholamine, sevrés de catécholamine, en fonction
donc, du groupe auquel il appartient, vous voyez qu'il n'y avait pas non plus de différence. Donc, on n'avait pas de sevrage plus rapide, alors que moi, j'étais le premier à penser que lorsque le patient était en état de choc post-CEC, quand on mettait une hémofiltration rapidement en place, et on l'a fait pendant des années, on avait l'impression qu'on sevrait beaucoup plus rapidement, donc la noradrénaline par exemple. Et là, ça ne se retrouve pas. Si on regarde aussi le lactate, qui témoigne donc d'une amélioration de l'hémodynamique et surtout de l'adéquation entre l'hémodynamique et le besoin du patient, eh bien vous voyez que aussi sur ce paramètre-là, il n'y avait pas de différence significative. Donc une étude plutôt négative. Pour l'instant, il faut rester prudent. On peut retenir quand même que le 80 ml/kg/h aujourd'hui n'a pas d'argument. Tout à l'heure, Olivier nous a dit pas d'argument pour le choc septique, pas d'argument pour le choc cardiogénique. Donc restons à 30. C'est encore hypothétique. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça marche pour la partie, on va dire, congestion. En ce qui concerne le périopératoire de chirurgie cardiaque, en dehors même du choc cardiogénique, ce qui est clair, c'est que ce qu'ont montré ces auteurs, c'est Sophie Provencher, il y a une parfaite corrélation, vous voyez, entre la mortalité et soit l'altération de la fonction rénale et qui peut aller jusqu'à la dialyse sans que ces patients soient obligatoirement dans un état de choc cardiogénique. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde n'est pas égaux. Comment ça se fait que ça passe plus, ça ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des facteurs de risque de développer donc l'insuffisance rénale en périopératoire de chirurgie cardiaque. Et dans cette étude, ils ont retrouvé des paramètres comme l'âge, comme le sexe féminin, comme l'insuffisance rénale préopératoire, comme les fractions d'éjection basse, comme la chirurgie urgente ou le diabète, et puis des facteurs ça, qui sont liés aux patients, puis des facteurs qui vont être liés essentiellement donc à l'acte chirurgical, l'hémodilution per CEC, on en a discuté hier avec Julien, l'utilisation du ballon de contre-pulsion, c'est probablement pas l'utilisation lui-même, mais plus la gravité du patient, la durée de la CEC, mais qui va bien avec la chirurgie ici complexe ou combinée. Et si ça vous intéresse, il y a dans ce papier, ils essayaient donc avec tous les facteurs de risque que l'on vient de définir, d'établir des stratégies pour essayer donc d'éviter ou de prévenir l'insuffisance rénale. Et vous avez ici que ça soit le maintien d'un taux d'hémoglobine minimal, le maintien d'une pression artérielle, on l'a vu tout à l'heure, le maintien d'un bon débit, de minimiser bien sûr le temps de CEC, puisqu'on vient de voir que la CEC longue est associée à un risque d'insuffisance rénale. Éviter les agents néphrotoxiques, bien sûr, optimiser la fonction cardiaque ou l'insuffisance cardiaque avant la CEC, etc., etc. Petit clin d'œil sur la dopamine, hein, on ne fait plus ça. Bien, pour terminer, un petit point sur un sujet dont on a parlé ce matin, qui était l'utilisation de l'épuration extra-rénale sur les circuits d'ECMO. Eh bien, je ne me souvenais plus qu'on avait cette slide. Je vous avais mis cette slide, mais vous avez ici le montage hein, qui a été rapporté en 2014, mais nous, ça fait bien, je dirais peut-être 7-8 ans qu'on l'a mis en place. Donc, vous avez ici un circuit d'ECMO. Hein, donc, la ligne veineuse est ici. Donc, le sang arrive par ici. Il arrive dans la pompe centrifuge. Il pousse le sang dans un oxygénateur. Puis, ça ressort donc par la ligne artérielle, un sang oxygéné, décarboxylé. Et ça, c'est le segment 1. Ça, c'est le segment 2. Ça, c'est le segment 3. Vous voyez que le branchement, comme c'est proposé par ces auteurs, il est sur le segment 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont été regarder les variations de pression sur le circuit. Et en fait, ici, vous avez des grandes variations de pression. Et donc, ces variations de pression vont être détectées par la machine et elles risquent de sonner souvent. Ici, c'est pareil, parce que vous repartez dans le sang, dans le torrent artériel. Donc, l'idée, c'est de mettre ça sur le segment 2. On va prélever ici en amont et on réinjecte en aval pour éviter de tourner en fait en circuit fermé.
On met des valves unidirectionnelles et surtout pas des robinets parce que c'est vrai que les robinets, en fait, ils ont une lumière très petite. Donc nous, à Bordeaux, comme je vous ai dit, on a customisé nos packs d'ECMO. Maintenant, toutes les packs d'ECMO sont montés, sont customisés avec deux, pas robinet, mais deux raccords Luerloc, merci Philippe, sur lequel on vient, les perfusionnistes, avant de purger leur circuit, viennent mettre une valve unidirectionnelle qui coûte quelques centimes d'euros, mais qui nous a changé la vie. Et quand on a besoin, je vous dis, on vient brancher donc le circuit de dialyse ici. Donc je vous ai pris une photo, voyez, d'une ECMO qu'on avait dans le service, la pompe centrifuge ici, la veine, ici ça pousse dans le circuit et vous avez nos deux valves unidirectionnelles qui sont séparées de 10 à 15 cm. Donc je vais prélever ici le sang et je vais le réinjecter là-dedans, ici, et donc le sang partira vers la membrane. Vous avez ici la même photo, hein, c'est exactement la même chose. Simplement, pour ceux qui sont intéressés par ce montage, vous faites très attention parce que, en fait, la valve unidirectionnelle que l'on a vissée sur le raccord Luerloc, à l'époque, vous voyez, en fait, on les coupait nous-mêmes, là, puisque vous voyez qu'il y a des certis qui sont mis, maintenant ils sont customisés pour l'unité, mais en fait, ils ont le pas vis dans le même sens. Donc, si vous dévissez, en fait, la ligne, vous risquez de dévisser la valve unidirectionnelle et de repeindre la chambre du patient. Donc, faites très attention quand vous déconnectez le circuit d'hémofiltration. Donc, en conclusion, il y a probablement un rôle intéressant, convectif, c'est-à-dire de faire perdre du volume en eau au patient, de par tout ce qu'on vient de dire de rétention hydrosodée du tableau d'insuffisance cardiaque. Il y a essentiellement la stimulation des systèmes neurohormonaux, que la congestion est quelque chose de péjoratif pour la perfusion d'organes, on l'a vu, ce n'est pas quelque chose en artériel, c'est quelque chose en veineux, et donc ça c'est mauvais, et de faire baisser la congestion grâce à l'hémofiltration ou à l'épuration extrarénale, ça paraît assez bénéfique. La part de modulation de l'inflammation par filtration ou par adsorption, vous avez vu que là on est beaucoup plus hypothétique. Et son impact sur le pronostic de cette partie-là, elle reste aujourd'hui encore à déterminer. Qu'aujourd'hui, on n'a pas d'argumentaire dans la littérature pour monter au-dessus de 35 millilitres kilo, puisque globalement, il faut être à 25-30. On mettra 35-40 grand maximum pour compenser les arrêts itératifs de l'hémofiltration, pour avoir vraiment 30 en effectif. Donc, un impact fonctionnel, ça c'est clair, sur le profil. Un impact pronostic, il reste pour l'instant à démontrer. Voilà ce que j'avais à vous dire et voilà comment on va clôturer donc le DEI de CEC et je reste à votre disposition pour d'amples questions si vous le souhaitez.